Bien, je vais faire une nouvelle vidéo ici qui est un petit peu différente. Alors dites-moi dans les commentaires si vous en voulez d'autres, hein, où je vais présenter un TP. Alors une partie de TP, mais je vais passer du temps à bien expliquer les implications et comment on fait un TP, comment on réalise une mesure. Le TP, là, ça va s'insérer dans une série de mesures faites sur la machine à courant continu pour obtenir son modèle, donc obtenir toutes les constantes de cette machine. On va commencer par la mesure de la résistance d'induit avec un essai à rotor bloqué. Donc dans un premier temps, je vais définir l'essai. Ensuite, on verra tout ce qui concerne le schéma de la mesure et les mesures plutôt, et l'exploitation de ces mesures. Alors l'essai rotor bloqué consiste à prendre un moteur finalement et à bloquer son rotor, c'est-à-dire d'une façon ou d'une autre, soit avec un frein, soit avec un blocage mécanique, soit avec une pince, bloquer le rotor quoi qu'il en soit. Donc c'est très très important. On a donc oméga égale 0. Alors oméga égale 0, on va pouvoir facilement l'exploiter avec le fait que du coup E égale 0, puisque E égale K oméga, donc la FCEM, la force contre-électromotrice, ici on aura E égale 0. Comme on va faire des mesures en courant continu, eh bien au niveau de notre inductance, on aura aussi UL égale 0. Et donc au niveau du modèle de l'induit de notre machine à courant continu, on se retrouve uniquement avec la résistance d'induit. Donc la mesure peut paraître simple, il suffira de relever UM ici et I avec les notations, hein, et obtenir tout simplement par division R égale U sur I. Voilà le principe de l'essai rotor bloqué pour obtenir la résistance d'induit. Donc on va préparer le schéma de la mesure. Alors souvent mes étudiants me disent, quand on leur demande de faire le schéma de la mesure, oh bah je sais pas quoi faire, c'est tout petit, c'est voilà, le schéma en gros il sert à rien. Bon, alors un schéma, qu'est-ce qu'on a dans le cahier des charges d'un schéma finalement? Bah, le schéma, son but, c'est d'expliquer comment les mesures sont réalisées. Des fois, je me dis que pour être intéressant de dire à un étudiant de préparer le schéma dans une salle, de le donner ce schéma à son camarade, et son camarade doit préparer la mesure sans avoir fait le schéma. Et doit préparer la mesure exactement. C'est-à-dire qu'il y a un des objectifs quand même qui est de permettre de refaire la mesure à l'identique. Alors ça, en TP, ça n'a pas vraiment de sens. Mais malgré tout, si on se place dans un contexte industriel, si on se place dans un contexte scientifique, d'études, bon, on va faire une mesure, ces mesures, elles vont être exploitées par la suite, et on va se rendre compte qu'il y a des problèmes. D'où vient le problème? De l'exploitation des mesures, des appareils qui n'étaient pas choisis, d'un problème local, un appareil défectueux, un mauvais réglage des appareils. Comment savoir si on n'a pas le retour sur cette mesure? Comment savoir si le pourquoi du comment des mesures qui sont incorrectes? Autre problème, des essais de qualification. On a préparé notre produit et on va mesurer si les performances du système sont bien celles qui sont attendues. On mesure, tout va bien, a priori, les mesures nous disent que la qualification de l'appareil est bonne. Plus tard, on se rend compte qu'en fait, non, les mesures n'ont pas été bien faites. Alors du coup, ça veut dire que l'essai de qualification de l'appareil est à revoir. Bah oui, à revoir. Et donc, mais on avait fait comment les mesures? Qu'est-ce qui n'allait pas dans notre protocole d'essai? C'était les appareils qui étaient mal choisis? C'était le protocole de mesure qui était mal fait? Vous voyez? Pour qu'on puisse revenir à l'origine du problème et retracer ça correctement, il faut avoir vraiment le protocole de la mesure qui est parfaitement réalisé. Donc ça veut dire qu'il va falloir préciser les matériels utilisés, leurs références, avec éventuellement les numéros de série. Il y a peut-être un appareil qui était défectueux qu'il faudra aller revoir. Dans l'aviation, dans l'aéronautique, d'une manière générale, on a des protocoles de mesure qui sont extrêmement précis. Il faut savoir, il faut pouvoir tracer, revenir sur ce qu'on a fait et comprendre pourquoi quelque chose nous a échappé dans tout le processus de qualité, de qualification de nos appareils. Donc c'est bien de mettre les matériels utilisés, les numéros de série, bon, je l'impose pas en TP, mais on pourrait comprendre que ça pourrait aller jusque-là.
préciser donc effectivement les réglages des appareils de mesure et préciser les notations utilisées. Ça veut dire que voilà, notre schéma, on va dire qu'on utilise le banc Phi1, c'est la référence qui se trouve sur ce banc, qui consiste en l'alignement d'un moteur, d'une génératrice et d'une génératrice tachymétrique pour obtenir la vitesse. On va préciser ce que le constructeur met sur le moteur et la génératrice, qui sont identiques ici, donc qui sont des moteurs Alstom ici. Et puis la génératrice, ce qui nous intéresse, alors elle n'est pas référencée sur le banc moteur, mais on a quand même son coefficient qui est de 6 millivolts minutes par tour. On va donc préciser les notations utilisées. Donc les machines sont alignées. On a donc une vitesse oméga en radians par seconde ou en tours par minute n. On va utiliser une alim 2 fois 30 volts 3 ampères. Donc sa référence c'est Française d'instrumentation 1233. Et on va commencer à câbler notre machine. Donc on va placer un ampèremètre pour voir quel est le courant d'induit mesuré. On va préciser que c'est II, le courant d'induit. On va placer un voltmètre directement aux bornes de l'induit. Donc notez ici que le voltmètre n'est pas aux bornes de la lime, mais il est aux bornes de l'induit. Ceci pour éviter de prendre en compte la résistance de l'ampèremètre, qui est relativement faible, et on mesure une résistance relativement faible. Donc pour avoir la meilleure précision de mesure, on met le voltmètre directement en parallèle sur l'induit. On va placer le voltmètre sur notre tachy. Alors ici, il sera nul, mais dans l'essai suivant, je garderai le même montage, et on va préciser qu'on mesure U tachy. Voilà, ici, on a donc l'ensemble des informations qui sont là. Il ne nous reste plus qu'à préciser le type d'appareil utilisé. Donc là, on utilise 3 voltmètres identiques qui sont tous en position DC pour avoir les valeurs moyennes. Voilà un schéma simple et propre qui explique assez correctement. Alors, je dis pas que c'est le meilleur schéma, mais c'est le minimum un petit peu à mettre sur un schéma de mesure. À partir de là, on sait très bien ce qu'on mesure. Quand on a nos tableaux, on va utiliser nos tableaux de mesure, on va utiliser les mêmes notations et on sait parfaitement ce qu'on a mesuré, où est-ce qu'on l'a mesuré, avec quel appareil on l'a mesuré, quel réglage on avait de l'appareil. Alors ensuite, on va faire le montage. Bon, là, on est face à un montage extrêmement simple. On va faire attention quand même quand on fait le montage. On peut respecter quelques règles, pas faire n'importe quoi. Alors déjà, le montage, il doit être clair, il doit être aéré. On ne doit pas avoir des cordons qui s'en mêlent dans tous les sens, etc. Donc choisir les cordons d'une longueur adaptée à chaque fois. On n'empile jamais plus de 2 cordons l'un sur l'autre. On a toujours la possibilité d'en empiler 2, etc. Donc on se reprend au point suivant et on évite les piles de cordons les uns sur les autres. Autant que possible, alors ça c'est parce qu'on est limité en termes de couleurs, mais autant que possible, on dira que tout le long d'une équipotentielle, on restera sur une même couleur. Donc un potentiel, une couleur. Ça veut dire qu'on ne doit jamais avoir 2 couleurs différentes empilées. Ça permet de remarquer des erreurs de câblage. Ça veut dire que le voltmètre, comme il mesure une différence de potentiel, il est entre 2 couleurs. Et ça veut dire qu'au niveau de l'ampèremètre, je n'ai qu'une seule couleur, parce que je suis sur un potentiel qui reste le même. Ça aussi, ça permet très rapidement de débusquer des erreurs. Si par exemple l'ampèremètre est placé entre 2 couleurs, c'est qu'il est en dérivation sur 2 potentiels différents. C'est pas une bonne idée du tout, clairement. Et on va essayer de respecter quelques conventions, c'est-à-dire qu'en continu, le plus on le mettra en rouge et le moins on le mettra en noir. Voilà. Alors ici, le montage est proposé. Vous voyez, on aère un petit peu. On a notre banc moteur qui se trouve derrière. Et on a nos appareils de mesure qui sont positionnés, nos 3 multimètres de la Française d'instrumentation. Alors, l'essai rotor bloqué, il consiste à mesurer le courant d'induit pour différentes tensions d'induit et différentes positions du rotor. Alors, la plaque signalétique du moteur nous indique qu'on a un courant de 8 ampères. Donc, on va mettre l'alimentation, les 2 alimentations en parallèle, ce qui veut dire qu'on aura donc 30 volts, 6 ampères, ce qui reste inférieur aux 8 ampères de l'alimentation. Idéalement, il nous faudrait un appareil capable de produire les 8 ampères du courant nominal du moteur.
Donc voilà comment est-ce qu'on va mettre en parallèle les deux alimentations, hein, et donc on va mesurer la somme des deux courants qui part ici sur notre montage, hein. Voilà, donc une mise en parallèle toute simple de notre alimentation. Et on lance les mesures. Alors on fait une première mesure où on se règle à environ 2 ampères, hein, et on mesure au niveau du voltmètre ce qu'on a, et au niveau de l'ampèremètre, on se rend compte qu'on a quand même des valeurs qui, pour différentes positions du rotor, vont évaluer sensiblement. Alors, j'ai cherché un peu les mini-maxi, hein, du rotor, en me mettant à différentes positions, et je vois que j'ai un facteur 2 quand même, hein. Ensuite, je suis passé à 4 volts, hein, donc là, j'ai forcément le courant qui augmente, et j'ai un petit peu moins de fluctuations. Ensuite, me suis placé à 6 ampères, toujours pareil, 4,5, 3,6, 4 ampères. Finalement, je me suis placé à 8 volts. Là, on commence à atteindre les limites de l'alimentation, 5,6, 6, 5,9. Et j'ai terminé en me mettant donc au maximum de tension et j'ai mesuré donc 6,4 ampères pour différentes positions. Là, la valeur était stable. Donc, je peux remarquer que pour des courants faibles, relativement faibles, de l'ordre de 0,4 ampères, eh bien, j'ai des fluctuations importantes du courant. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux en déduire de tout ça? Déjà, je vais faire mes calculs de résistance. Donc, je fais le calcul de R, hein, comme on l'a évoqué, et forcément ici, je trouve des valeurs qui vont entre 2,5 et 5,02 ohms. Je fais les mesures ici pour 6 ampères, je fais les mesures pour 4 ampères, 8 ampères, etc. Et finalement, pour 8,9 ampères. Alors, tout ça, ça me dit quoi? Ça me dit déjà que les valeurs mesurées vont de à peu près 1,3 ohms à 4,5 ohms, hein. Donc j'ai un rapport quasiment 4 entre la plus petite valeur et la plus grande valeur. Je remarque que normalement cette résistance est la même, hein, elle devrait me donner des valeurs, donc j'ai une forte dispersion des mesures, mais j'ai une dispersion des mesures qui baisse au fur et à mesure que l'intensité augmente. Et je peux garder un peu l'ensemble de ces valeurs, là ici 1,4 ohm, ici 1,66, 1,45, et me dire, eh ben, la valeur de la résistance d'induit, je pense qu'une bonne estimation à partir de cet essai, c'est 1,5 ohm, c'est-à-dire que je vais évacuer ces mesures ici qui sont un peu farfelues, qui me semblent un peu farfelues, et je vais pas les prendre en compte. Alors, je remarque déjà que cette méthode, du fait de la dispersion des mesures, ne me donne certainement pas la valeur de R avec une bonne précision. J'ai une trop forte dispersion des mesures pour lui accorder une forte confiance. Ça me donne quand même un ordre de grandeur. C'est pas 10 ohms, c'est pas 0,1 ohm. Donc, je vais garder cette valeur d'1,5 ohm. Ensuite, je vais remarquer qu'il vaut mieux travailler, et ça c'est tout à fait logique, le plus près du courant nominal. Hein, et ça me donnera des meilleures valeurs. Alors, pourquoi on a une forte dispersion? C'est assez lié un petit peu à la position qu'on a, puisqu'on est rotor bloqué. Où est-ce qu'on est sur le collecteur? Est-ce qu'on est entre deux lames? Comment passe le courant quand il est faible entre deux lames, etc. Voilà, on est face. Est-ce qu'il y a des positions un petit peu du collecteur qui sont un petit peu abîmées par endroits? C'est ce qui fait qu'on a des valeurs qui sont différentes pour différentes positions du rotor, vous voyez? Voilà, donc ça, on le sait, laisser un rotor bloqué, on nous dit toujours de le faire au courant nominal, tout en faisant attention de ne pas rester trop longtemps au courant nominal, parce que comme le moteur ne tourne pas, l'enroulement d'induit s'échauffe, et on se retrouve donc avec un risque de cramer quelque part le moteur, parce que le moteur ne tournant pas, il n'est pas ventilé par sa propre rotation. Donc voilà, on peut essayer d'estimer, pourquoi pas, qu'on a une résistance de 1,5 ohm sur la résistance d'induit. Donc c'est pas terminé sur l'exploitation des mesures, il faut se poser la question de cette résistance d'induit d'1,5 ohm, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, j'ai fait des bêtises, j'ai raconté n'importe quoi. Essayons de réfléchir sur la qualité de cette mesure. Alors qu'est-ce qu'on peut sortir? On a la plaque de notre moteur qui nous dit qu'on a une puissance utile de 400 watts pour un courant de 8 ampères, une tension de 65 volts et une vitesse de 3000 tours minute.
Alors, on peut estimer du coup nos pertes joules au courant nominal, hein, puisqu'on a 8 ampères en courant nominal, 1,5 ohm. Ben, si je fais 1,5 fois 8 au carré, ça me fait 96 watts. On va ramener ça à la puissance absorbée, 65 fois 8, hein, donc 520 watts. Ben, ça fait quand même des pertes joules de l'ordre de 18% de la puissance absorbée. Alors, c'est vrai que c'est un petit moteur. On va donc pas forcément attacher une grande importance à son rendement, mais rien que pour les pertes joules, quand même, 18%, c'est beaucoup. C'est beaucoup. On peut regarder aussi quelle est la chute de tension RI qui fait 12 volts du coup, hein, et qui nous donne forcément un peu la même proportion sur UN, hein, 18% de UN, et donc là aussi, de la même façon, c'est beaucoup. Donc tout ça, bon, voilà, c'était pour montrer un premier essai, aborder la partie schéma, montage, exploitation des mesures, et ce qu'on pouvait en faire, et montrer un petit peu la trame d'une étude. Je fais des mesures, je regarde mes mesures, je présente mon résultat, et ensuite j'ai une discussion sur la fiabilité de mon résultat. Là, je dirais que la valeur, je n'avais jamais étudié cette machine avant, je l'ai pas étudiée plus que ça, j'ai juste fait 7 essais sur ce moteur très récemment, et je trouve que la valeur que j'ai ici est un peu élevée. Je trouve que ce 18% ici, je m'attends plus à trouver une valeur autour de 10%. Maintenant, la machine étant de faible puissance, 400 watts, ça reste une machine de faible puissance, il est clair que le constructeur ne dépense pas forcément beaucoup d'argent pour obtenir un rendement élevé de cette machine. Voilà, on verra ensuite une deuxième méthode, bien plus puissante, bien plus fiable, et on regardera à partir de cette méthode quelle valeur de ER elle nous donne. Est-ce qu'on a une valeur plus grande, plus faible que celle-là? On comparera, on prolongera notre discussion sur cette valeur. On pourra aussi mesurer avec cette méthode la constante de couple et de vitesse de la machine, ainsi que la courbe du couple de perte en fonction de oméga. Voilà, dites-moi en commentaire si vous avez envie d'avoir d'autres vidéos de ce type-là, bien évidemment.